Donc moi, je suis Sophie Bernard, je suis du coup hématologue. J'ai travaillé dans le service du professeur Thiablemont, donc en hémato-onco, avec plutôt une prise en charge des lymphomes. Et donc cette année, je vais vous faire un cours sur l'immunothérapie dans les hémopathies lymphoïdes. Donc je suis désolée de la faire au dernier moment en Zoom, mais en fait, un problème de cas contact Covid qui du coup m'oblige à être pas, enfin à ne pas être parmi vous. Alors vous n'hésitez pas à poser des questions, donc à m'interrompre, soit directement en créant. Enfin, le but c'est d'être interactif et normalement c'est vraiment l'intérêt de ces cours de FASOC, donc je suis vraiment désolée de ne pas être parmi vous. Alors, donc pour commencer, donc les immunothérapies dans les hémopathies lymphoïdes, donc quand j'ai eu le sujet, c'est un sujet qui est assez vague et assez gros. Et donc la question c'était comment le traiter. Et la première question c'est de quoi va-t-on parler. Et du coup là, si vous pouvez, bref, je ne sais pas si on peut être interactif, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous l'immunothérapie dans le lymphome? Est-ce que déjà en face ça, vous êtes dans des services où il y a un peu de lymphome, ou alors plutôt dans les services de greffe ou de leucémie aiguë? Est-ce qu'il y en a qui veulent me dire un peu ce qu'ils entendent eux par immunothérapie? Bon, hop. Bon, donc on va parler, donc on va déjà un peu essayer de définir ce que c'est l'immunothérapie. Ensuite, on va aborder 5 grands types d'immunothérapie, sachant que c'est pas, enfin 4 grands types d'immunothérapie, sachant que c'est pas exhaustif. Donc on va parler des anticorps monoclonaux qui sont très utilisés dans la prise en charge des lymphomes et des leucémies lymphoïdes chroniques, les inhibiteurs de checkpoint, les CAR-T-cells, c'est la partie qu'on développera le plus pendant ce cours, et des nouveaux traitements qui sont très prometteurs et dont on va beaucoup parler à l'avenir, les anticorps bispécifiques. Alors, qu'est-ce que l'immunothérapie? Donc, juste une première diapositive sur le système immunitaire, parce qu'on parle d'immunothérapie. Donc, le système immunitaire, vous savez tout ce que c'est ce qui nous permet de nous protéger contre beaucoup de choses. En général, on étudie bien le système immunitaire contre les infections, et donc là, on va plutôt parler d'immunité antitumorale. Et donc, c'est juste pour vous rappeler, je sais que vous savez ça très bien, mais qu'on a deux types de réactions immunitaires, immédiates et spécifiques. Et tout ce que vous avez appris globalement en général dans l'infectieux, ben, ça marche dans l'antitumoral. Et notre corps, normalement, reconnaît toutes les cellules qui bug et s'organise pour se défendre et les éliminer. Quand on développe un cancer, c'est que visiblement, bah, ce système immunitaire n'a pas suffi, n'a pas permis de défendre l'organisme contre le développement d'un processus tumoral. Alors là, c'est un schéma un schéma qui vient d'un livre, le livre d'Abbas, qui sont les bases de l'immunologie fondamentale et clinique, que certains verront peut-être s'ils font un master 2 d'immuno. Mais globalement, l'anticorps, le lymphocyte T, qui est spécifique, enfin, qui est une cellule du système immunitaire, est apte à reconnaître une cellule tumorale et à l'éliminer. Et dans ce cas-là, il empêche le développement du cancer. Mais la cellule tumorale, on sait qu'elle est très forte et elle acquiert des mécanismes qui lui permettent d'échapper au système immunitaire, soit en se rendant invisible pour les lymphocytes T, soit en inhibant l'activation des lymphocytes T. Donc en fait, elle peut soit ne pas présenter d'antigène, donc la cellule T ne peut pas la reconnaître. Elle peut ne pas exprimer de molécules de classe 1 du CMH, et dans ce cas, c'est pareil, le lymphocyte T ne va pas la reconnaître. Et enfin, elle peut comment dire, produire des molécules qui vont lui permettre d'être immunosuppressive et donc de ne pas permettre aux lymphocytes T d'activer la réaction immunitaire. Alors les donc ça c'est la partie donc système immunitaire, et au niveau des pathologies lymphoïdes B, donc on sait que les lymphomes globalement et la l'ALC se développent donc à partir des lymphocytes avec des mutations à certains moments du développement qui créent les pathologies, le lymphome à cellules du manteau, le lymphome folliculaire, le lymphome B diffus à grande cellule, donc voilà, tout type de lymphome. Leur point commun à ces hémopathies lymphoïdes B, c'est l'expression d'antigènes de surface, notamment le CD20, le CD79B et le CD19, qui sont des molécules qui sont des épitopes qui sont exprimés par les lymphocytes B, et donc globalement par l'ensemble de ces hémopathies lymphoïdes. Alors l'immunothérapie, donc c'est plusieurs types de thérapies, ça correspond à l'ensemble des traitements qui visent à stimuler les défenses immunitaires de l'organisme contre les cellules tumorales.
C'est une définition qui est très large. En général, c'est ce qu'on oppose à la chimiothérapie conventionnelle. Donc la chimiothérapie, c'est quelque chose qui globalement va aller, détruire les cellules qui sont en cycle. C'est quelque chose qui est agressif, qui fait pas très bien le distinguo entre les cellules tumorales et les cellules saines. C'est plutôt ça va toucher un petit peu toutes les cellules à renouvellement rapide, dont les cellules tumorales. Et l'avantage de l'immunothérapie, c'est qu'on va être plus ciblé, plus élaboré, avec en point de mire, la vaccination antitumorale. Les objectifs, c'est de gagner en efficacité, c'est-à-dire qu'en étant plus spécifique de la cellule tumorale, on espère être plus efficace, et de diminuer la toxicité, puisque la chimiothérapie, en touchant tous les tissus de l'organisme, est quand même très agressive et a beaucoup d'effets secondaires. Donc, est-ce que, on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Pas du tout? Bon. Alors, donc, on va commencer par parler des anticorps monoclonaux à travers 3 exemples. Donc, les anti-CD20, les anti-CD79B et les anti-CD30. Ces 3 types d'anticorps, ils sont utilisés actuellement en pratique clinique courante, en tout cas pour les anti-CD20 et les anti-CD30, et puis en développement pour l'anti-CD79B. Donc, l'anti-CD20 par excellence, c'est le rituximab. Le rituximab qui a son AMM dans les lymphomes depuis 1998. Donc, c'est un des premiers anticorps qui a été utilisé. Il est aussi utilisé dans d'autres pathologies que les lymphomes. On le retrouve notamment en rhumato, en médecine interne. Mais nous, on va se concentrer donc en hémato. Donc, le CD20, c'est une cellule qui est présentée par les lymphocytes B. Et donc, ça va permettre à ce traitement de pouvoir cibler spécifiquement les lymphocytes B, qu'ils soient sains ou tumoraux. Ça a 3 mécanismes d'action, donc un mécanisme direct par apoptose, une cytotoxicité induite par le complément et une cytotoxicité à médiation cellulaire via les phagocytes. Donc là, vous avez cette imagerie. Donc c'est une molécule qui, en tout cas in vitro, est hyper efficace. Et en fait, on voit en pratique. Donc ça, c'est l'étude de Kouafi qui a été publiée en 2002. Le contexte, c'est des DLBCL première ligne chez des patients âgés de 60 à 80 ans. Et on comparait 8 R-CHOP 21, donc tous les 21 jours, versus 8 CHOP 21, qui était alors le traitement de référence. Et en fait, on voit donc sur la courbe qui est une courbe de FS, ça veut dire la survenue dans ce cas, la survenue de rechute, on voit qu'on a un bénéfice qui est significatif à l'ajout du rituximab par rapport au CHOP seul. Alors ça a l'air de rien ces 2 courbes, mais c'est, pour l'instant, actuellement, la seule chose qui a permis d'améliorer de manière significative l'efficacité du CHOP dans le lymphome B diffus à grande cellule depuis à peu près 30 ans. Et pour l'instant, on est toujours en train d'essayer d'améliorer cette combinaison CHOP plus rituximab. Et on n'a pas encore trouvé, de manière consensuelle, comment faire mieux que ce rituximab CHOP. Donc il y a vraiment eu un bénéfice à l'ajout de l'anticorps anti-CD20. Alors, maintenant, le rituximab, il est utilisé globalement dans toutes les hémopathies lymphoïdes B. Et là, je voulais vous montrer, donc je ne vais pas toutes les faire parce que ça n'a pas de sens, mais les résultats de l'étude PRIMA et parler un petit peu du lymphome folliculaire. Donc, le lymphome folliculaire, c'est un lymphome qui est indolent. Et dans l'étude PRIMA, l'idée, c'était de regarder notamment une maintenance par rituximab. Donc, en fait, une induction par immunochimiothérapie, donc rituximab CHOP ou rituximab CVP ou rituximab FCM en induction, et puis après, pendant 3 ans, une maintenance par rituximab seul. L'idée, c'était de faire tous les 2 mois un petit shoot d'anticorps anti-CD20 pour essayer de retarder au maximum la rechute. Et donc ça, c'est les études, c'est les résultats avec pas mal de... je crois qu'il y a 11 ans de follow-up, et ça montre qu'en fait, le rituximab en maintenance permet une amélioration significative de la PFS et du temps de retraitement. Alors on voit sur la dernière courbe en bas à droite que par contre on ne voit pas de bénéfice en survie, mais par contre on a un bénéfice net en PFS et en temps de retraitement, et ça dans les lymphomes folliculaires c'est important. Pour montrer la survie, il faut un suivi qui est assez long puisque c'est des maladies pour lesquelles, qui sont globalement indolentes et pour lesquelles on a quand même pas mal de lignes thérapeutiques. Alors,
Donc le rituximab, ça marche très, très bien et du coup, il y a eu le développement d'anti-CD20 de 2e génération avec en fait, une partie pardon, on utilise du coup un anticorps immunisé et c'est l'obinutuzumab qu'on appelle aussi le GA101. Alors, in vitro, ça a montré des très, très bons résultats, et la question c'était: est-ce que in vivo, l'obinutuzumab, le GA101, va-t-il pouvoir remplacer et améliorer le rituximab? Donc ils n'agissent pas exactement de la même manière. On les appelle de type 1 pour le rituximab, type 2 pour le GA101, avec en fait comme différence principale, donc pour l'obinutuzumab, une activité de mort cellulaire, de cytotoxicité directe, de mort cellulaire directe que n'a pas ou peu le rituximab. Par contre, l'obinutuzumab n'utilise pas le complément comme voie de mort cellulaire et utilise plutôt la cytotoxicité cellulaire. Donc là, je vous ai mis un schéma qui reprend, donc c'est Freeman en 2018 qui reprend, qui vous permet d'avoir, je pense que, je sais pas si vous aurez les diapos, mais qui vous permet donc de comparer un peu le rituximab et l'obinutuzumab sur le mode d'action. Bon, je vais pas passer trop de temps à développer ça. Ça reprend ce que je viens de vous dire sur les 2 modes d'action différents. Ce qui est important, c'est de voir qu'actuellement, donc on a testé l'obinutuzumab dans globalement toutes les hémopathies lymphoïdes B, en comparaison avec, le rituximab et que les résultats sont pas, aussi bons que ce qu'on espérait avec les résultats qui étaient in vivo. Alors donc l'essai LIMA-101, c'est en cours, c'est dans le lymphome à cellules du manteau. On a comparé, donc on a une étude qui est le LIMA dans lequel on utilisait le rituximab et maintenant c'est le LIMA 101 dans lequel on a utilisé l'obinutuzumab. Les résultats sont en cours, on n'a pas encore la comparaison sur rituximab versus GA101, donc ça va venir. Par contre, l'étude de Goya qui a été publiée en 2020 dans JCO, qui faisait R-CHOP versus obinutuzumab CHOP, ne retrouvait pas de bénéfice en termes de BFS à 5 ans avec l'utilisation de l'obinutuzumab. Donc probablement que sur les lymphomes agressifs, changer d'anticorps permet pas d'améliorer la PFS et l'OS. Alors dans l'étude Gallium, qui elle est dans les lymphomes folliculaires, donc des lymphomes qui sont plutôt indolents, on a fait R chimiothérapie versus GA101 chimiothérapie et pour le coup, il y a une meilleure PFS à 5 ans avec l'obinutuzumab, mais au prix d'une toxicité plus importante. Et dans la LLC, donc les CLL11, R-chloraminophène versus GA-chloraminophène versus chloraminophène seul, on avait une meilleure PFS également dans le groupe GA-chloraminophène et c'est un traitement maintenant qui peut être utilisé en LLC. Dans les LLC, on utilise pas mal l'obinutuzumab. Donc on voit que c'est un petit peu disparate selon les pathologies, que probablement dans les lymphomes indolents, l'obinutuzumab peut permettre une amélioration de la PFS, voire de l'OS, mais que c'est pas retrouvé dans les lymphomes agressifs. Alors il faut aussi prendre en compte que l'obinutuzumab a un coût. Actuellement, le rituximab est passé, à des biosimilaires et surtout le rituximab maintenant se fait également par voie sous-cutanée, ce qui est quand même un grand confort pour les patients. Donc ça rentre d'un côté et après bien sûr, si dans les pathologies où l'obinutuzumab montre une meilleure efficacité que le rituximab, on se pose vraiment la question de switcher. Est-ce que vous avez des questions sur le rituximab ou l'obinutuzumab? OK. Donc je continue avec l'anti-CD2S79B, donc c'est le polatuzumab vedotin, donc qui est, pour l'instant moins utilisé. Il a eu l'AMM en 2020 dans les lymphomes B diffus à grande cellule en rechute ou réfractaire non éligible à l'autogreffe et en association à la bendamustine. Donc le polatuzumab vedotin, c'est un anti-CD79B, donc encore une fois avec une cible spécifique du lymphocyte B qui est couplé donc au MMAE, à l'auristatine, qui est donc lui un agent mitotique. Donc en fait, l'idée, c'est de se fixer sur la cellule tumorale, d'être internalisé et de libérer des protéines qui vont entraîner la mort cellulaire. Alors l'étude qui a conduit à l'AMM, c'est une étude donc, qui a été faite par l'équipe de Loricène. C'était donc pola-R-benda, donc rituximab, polatuzumab, bendamustine versus R-bendamustine dans les lymphomes B diffus à grande cellule. Donc la première chose qui est importante, c'est que la R-bendamustine, c'est pas un traitement de rechute qu'on utilise actuellement en France dans les lymphomes B diffus à grande cellule. C'est quelque chose qui est plutôt utilisé notamment aux États-Unis. Donc nous, c'est avec le bras contrôle, c'est pas forcément un bras contrôle qui est pertinent dans notre activité clinique. Et l'objectif principal était le taux de rémission complète en fin de traitement.
Et donc sur cette étude, on voit que, les patients qui ont reçu, donc si on regarde par exemple sur la phase 2, le polatuzumab en association à, bendamustine rituximab, donc il y avait 45 de réponses objectives, dont 40 de réponses complètes versus 17,5 dans le bras R-bendamustine. Après, ce qui est important, c'est de voir quelle est la durée de cette réponse et si c'est pertinent. Encore une fois, donc le polatuzumab, c'est un anti-CD79B. Là, c'est un test dans des situations en rechute ou réfractaire avec des patients qui ont parfois été lourdement traités avant. Donc ça a été enregistré comme ça, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir un petit peu plus comment, le polatuzumab, peut être efficace en première ligne ou avec d'autres associations de chimiothérapie en rechute. Donc actuellement, il y a l'essai POLARGO qui correspond plus à notre pratique clinique, avec l'association, polatuzumab, rituximab, GEMOX versus R-GEMOX. C'est une phase 3. On n'a pas encore les résultats. Et du coup, en première ligne, donc l'utilisation du polatuzumab, donc il faut savoir que pour l'instant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est sur le R-CHOP et l'idée, c'est comment on va pouvoir améliorer le R-CHOP avec une molécule X. Donc il y a plusieurs molécules, hein. Il y a eu, l'ibrutinib avec ibru-R-CHOP, c'était l'essai Phénix, il y a eu l'énalidomide. Et puis, ben, là, en fait, c'est un essai avec le polatuzumab. L'essai Polarix est en cours, donc on avait ça, c'est ce que je vous présente, c'est les résultats de la phase 1, phase 1-2 et actuellement on est en essai de phase 3. Donc on voit que, ça a pu être conduit en phase 3 parce qu'on avait des résultats qui étaient quand même, positifs et intéressants, avec des effets secondaires qui étaient, tolérables. Majoritairement nausée, fatigue, vous pouvez le voir sur le tableau de droite, neuropathie périphérique. Constipation, anémie, enfin voilà, après on a les effets secondaires du CHOP qui sont associés. Donc la phase 3 qui est en cours. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas sur cette première partie sur, plutôt les anti-CD20 ou anti-CD79B? Alors je continue donc sur lymphome de Hodgkin et immunothérapie. Donc là, on va s'intéresser donc à un autre type de pathologie, le lymphome de Hodgkin. Donc c'est très bon pronostic. Le lymphome de Hodgkin, c'est une maladie qui touche, 2 types de populations, soit les sujets jeunes entre globalement, 15 et 30 et soit les sujets âgés avec un deuxième pic plus vers, 60-70 ans. C'est une maladie qui est caractérisée par son très bon pronostic avec une très bonne réponse aux chimiothérapies, mais malgré tout 15 à 30 de patients qui vont, rechuter ou être réfractaires à cette première ligne. La particularité du lymphome de Hodgkin, c'est qu'en fait, globalement, donc les cellules tumorales qui sont les cellules de Hodgkin ou les cellules de Ritzenberg, elles sont assez rares en fait. C'est des grosses cellules qu'on retrouve, donc je vous ai mis des images de biopsie à droite. Quand vous regardez donc tout en haut à droite le CD30 et le CD15, vous voyez les cellules tumorales qu'on peut appeler, qui sont assez grosses. On voit des cellules on peut voir des cellules popcorn. Et en fait, c'est des cellules tumorales qui sont assez rares au sein d'un micro-environnement, donc au sein d'un infiltrat tumoral qui lui est extrêmement riche avec des cellules T, des histiocytes, des éosinophiles. Donc on a l'impression qu'on a vraiment une composante du micro-environnement, du réseau local dans les lymphomes de Hodgkin. Et ça, c'est intéressant pour le développement des stratégies thérapeutiques. Donc voilà, c'est celui qui sont CD30+, CD15+ faibles, PAX5 positifs et qui sont CD20 négatifs. Donc l'immunothérapie qu'on a vue avant, par exemple le rituximab ou le blinatumomab, ça n'a aucun sens dans le lymphome de Hodgkin. Par contre, on a vu que c'était des cellules CD30+, donc ce qui va être intéressant, c'est les anticorps anti-CD30 et notamment le brentuximab vedotin. Donc, de même que le polatuzumab vedotin, le brentuximab, c'est un anticorps, enfin c'est une molécule qui a un anticorps anti-CD30 qui va cibler la cellule tumorale associée, au MMA, enfin à l'auristatine, qui va, elle, avoir une action directe. Donc là, le brentuximab actuellement à l'AMM depuis 2012 en deuxième rechute ou en rechute post-autogreffe ou chez les lymphomes de Hodgkin à haut risque de rechute en post-autogreffe. Il a également maintenant l'AMM en première ligne en association à l'AVD pour les patients qui sont stade 4. Alors, en première ligne dans le lymphome de Hodgkin, on propose de la chimiothérapie seule.
donc de type ABVD ou BICOP et on va commencer à utiliser l'immunothérapie à partir de la 2e ligne, voire de la 3e ligne si on reste dans le cadre de l'AMM. Donc les classifications dans le lymphome de Hodgkin, ça classe on classe les lymphomes de Hodgkin en rechute en fonction de leur risque, ils sont classés en fonction d'un risque standard, intermédiaire et haut risque et en fait, plus les patients rechutent tôt et de manière étendue, plus ils sont à haut risque. En 2e ligne, actuellement, on propose des traitements de type Evox, ICE, DHAX. 2 études donc ont été menées, l'étude BRAVE et l'étude BV-ICE qui testaient en tout cas chez les sujets jeunes, l'association en 2e ligne du brentuximab à l'ICE ou au DHAP, pour essayer de mettre au maximum les patients en rémission complète avant une intensification thérapeutique. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas fait de lymphome ce semestre, en 1re ligne, on fait de la chimiothérapie, ABVD ou BICOP et quand les patients rechutent, on refait de la chimiothérapie dans le but d'aller à l'autogreffe pour consolider cette réponse en disant que voilà, les patients ont chuté, ils sont plus graves et donc on a besoin de l'autogreffe pour les consolider. La question se pose de ce régime pour aller jusqu'à l'autogreffe, sachant qu'on sait qu'il est important que les patients soient en rémission complète avant l'autogreffe pour avoir un bénéfice de l'autogreffe. Jusqu'à présent, on faisait de la chimiothérapie simple et donc là, l'idée, c'est d'associer le brentuximab, l'anti-CD30, à cette chimiothérapie pour essayer d'améliorer la réponse. La 2e question qui s'est posée, c'est de faire un entretien par brentuximab après l'autogreffe, pour encore essayer d'améliorer la réponse et d'éviter que les patients rechutent. Alors, oui, du coup, je m'étais arrêtée là. Donc les essais, donc les résultats sont en cours de publication pour BVICE et BRAVE, mais en tout cas, on a l'impression que, proposer le brentuximab en 2e ligne en association à la chimiothérapie avant l'autogreffe chez les sujets jeunes, c'est bénéfique. Ça permet d'améliorer le taux de rémission complète en fin de traitement d'induction et donc d'améliorer les résultats de l'autogreffe et je pense qu'une grande majorité des centres, procèdent ainsi actuellement. Je suis désolée, il me manque en fait une diapo. C'est pas grave. Donc l'anti-CD30, c'est intéressant dans le lymphome de Hodgkin et c'est intéressant aussi dans un autre type de pathologie qui peut présenter le CD30, donc de manière beaucoup moins évidente que dans le Hodgkin. Le Hodgkin, globalement, tous les lymphomes de Hodgkin sont CD30 positifs. Dans les lymphomes T, on a une partie des lymphomes T qui sont CD30 positifs et notamment les lymphomes anaplasiques. Donc l'AMM a été obtenue en 2020 pour les lymphomes anaplasiques ALK négatifs, pour les ALK positifs avec un IPI supérieur à 2 et pour tous en rechute ou réfractaire. Donc ça, c'est une AMM donc de l'anti-CD30 du brentuximab en 1re ligne et en association au CHP. Donc une des toxicités principales du brentuximab, donc dans les principales toxicités du brentuximab, il y a les réactions au moment de l'injection, comme la plupart des anticorps monoclonaux et une toxicité neurologique avec des neuropathies périphériques. C'est pour ça que globalement, quand on fait du brentuximab associé au CHOP, on enlève l'oncovin, le haut du CHOP, qui est également neurotoxique parce qu'en fait, si on laisse les 2, on majore de manière importante la neurotoxicité pour les patients et c'est pas possible en fait. Donc ça, c'est l'AMM donc dans les lymphomes anaplasiques et en pratique, il faut discuter pour tous les lymphomes T CD30+, qu'ils soient NOS, LAI, l'association du brentuximab à la chimiothérapie en rechute, mais actuellement, on ne peut pas le recommander de manière formelle puisque c'est hors AMM. Donc là, c'était pour vous présenter les résultats de l'étude échelon 2 pour les anticorps anti-CD30 dans le lymphome T. Donc c'était une population de lymphome T périphérique CD30+. C'est important de voir dedans qu'il y a 75% d'anaplasiques. C'est un traitement en 1re ligne, c'est CHOP 21 versus BV CHOP sans oncovin 21 pour 6 à 8 cures avec comme objectif la PFS en intention de traiter. Et donc ça montre de manière significative qu'il y a un bénéfice à l'ajout du brentuximab dans cette population. Donc globalement, les anaplasiques ont un meilleur... Ce qui est important, c'est que les anaplasiques ont un meilleur pronostic que les lymphomes T. Donc c'est toujours compliqué quand on a beaucoup d'anaplasiques dans une population de comparer à une population de lymphome T standard.
Avant de passer donc à la catégorie suivante de médicaments d'immunothérapie, je voudrais juste revenir, parce que je l'ai pas fait, sur les effets secondaires des anticorps monoclonaux. Donc là, je vous ai parlé des anticorps anti-CD30 et de leur toxicité neurologique avec les neuropathies périphériques. Est-ce que vous connaissez les principales toxicités des anticorps monoclonaux anti-CD20, donc le rituximab ou l'obinutuzumab? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Quelqu'un qui est dans un service où ils font du lymphome? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est actuellement à Mondor ou à Saint-Louis dans un service où il y a beaucoup de lymphome. Si je vous dis que je suis à Faune et que c'est bien si vous participez pour me laisser récupérer un peu ma voix, non? Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit hypogamme secondaire. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé, c'est super, mais du coup, j'ai pas bien entendu, ça a été haché. En fait, je disais que dans le chat, il y avait quelqu'un qui avait dit que les anti-CD20, ça donnait des hypogammaglobulinémies secondaires Ouais, ça et donc des risques Ouais, d'infection. tout à fait. Donc, le risque, c'est ça, en fait, un des gros risques. Donc, les anticorps anti-CD20, il peut y avoir des réactions au moment de l'infusion. C'est un peu plus avec le blinatumomab que le rituximab. Et effectivement, un des risques à moyen et long terme qui est fréquent et embêtant, c'est le déficit immunitaire secondaire, donc avec une lymphopénie et une hypogammaglobulinémie. Chez les patients qui reçoivent beaucoup de rituximab, on peut avoir besoin de substituer après en gamma-globuline devant des déficits immunitaires symptomatiques importants. Donc, c'est important à savoir, parce que chez les patients qui reçoivent du rituximab, on va avoir une stratégie quand on parle par exemple de lymphome, donc pas quand on parle d'un lymphome agressif, mais quand on parle d'un lymphome indolent, il peut y avoir des bénéfices à les vacciner avant et ensuite à leur proposer systématiquement, dès qu'ils retrouvent un petit peu de lymphocytes, la vaccination contre la grippe. Là, on va discuter des vaccinations contre le Covid, mais en tout cas, c'est des patients auxquels il faut être très attentif au niveau infectieux. Pendant tout le temps du traitement et jusqu'à ce qu'ils récupèrent une immunité cellulaire à peu près correcte, c'est des patients pour lesquels on met une antibioprophylaxie par Bactrim en général, quand ils n'ont pas de contre-indication, et à qui on propose du Zélitrex, donc pour les protéger du zona. C'est vraiment très important. Il va falloir faire attention également à l'hépatite B, donc c'est parce qu'on peut avoir des vraies hépatites aiguës, des réactivations sous rituximab, donc il faut checker leur statut avant la mise sous rituximab et ensuite, si c'est positif, faire une quantification de la charge virale et éventuellement leur proposer un traitement en association ou au mieux avant le rituximab quand on a le temps. Et puis voilà, donc c'est des patients qui sont à risque pendant les hivers, donc notamment les patients qui vont recevoir un entretien de 2 ou 3 ans, c'est des patients qu'il va falloir surveiller, prévenir qu'il faut qu'ils fassent attention aux risques infectieux. Donc ça, c'est très bien. Dans les anti-CD20, il y a eu il y a eu des cas de LEMP qui ont été décrits, ça reste rare, mais ça existe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va continuer. Hop. Alors, donc on va parler des inhibiteurs de point de contrôle, donc des checkpoint inhibitors. Alors, donc le mécanisme d'action, donc les cellules tumorales, elles expriment le PDL1, qu'on va dire, et donc, c'est grossièrement, mais le PDL1 et les cellules du système immunitaire, les lymphocytes T cytotoxiques, vont exprimer le PD1. Donc le PD1, en fait, c'est ce qui permet d'engendrer la réponse immunitaire. Et en fait, si on verrouille ce cadenas, si on verrouille le cadenas sur la cellule tumorale, et du coup, le lymphocyte T va pas pouvoir aller se fixer sur ce PDL1 et engendrer sa réponse immunitaire. Et donc, en fait, c'est une cible hyper intéressante pour l'immunothérapie. Dans les lymphomes de Hodgkin, on voit qu'il y a une altération fréquente sur la L9P24 qui induit en fait une hyperexpression du PDL1 sur les cellules tumorales. Et donc, si c'est verrouillé, elles vont échapper au système immunitaire via l'expression du PDL1. Donc, l'idée, c'est comment restaurer ça. Et donc, c'est l'idée des inhibiteurs de checkpoint. Donc, les plus connus, c'est le pembrolizumab et le nivolumab.
Et donc là, je vous présente les résultats de 2 essais de phase 2. Donc il y a l'essai Checkmate et l'essai Keynote dans plusieurs cohortes de traitement, donc des patients qui avaient été autogreffés, qui avaient eu du brentuximab, qui n'avaient pas eu de brentuximab. Donc vous voyez, dans les 2 essais, il y a plusieurs cohortes de patients et l'idée, c'était donc de tester les inhibiteurs de checkpoint chez ces patients déjà lourdement traités. Et globalement, en fait, l'idée, c'est que vous regardez, on a quand même un taux qui est intéressant de réponse complète chez ces patients traités et de réponse globale qui est important. En fait, on a l'impression en plus que c'est des patients qui vont répondre au fur et à mesure avec une bonne efficacité. Et je ne vous ai pas montré l'étude, mais des patients qu'on peut même retraiter. C'est-à-dire que donc on continue le traitement. Quand on a une rémission complète prolongée, c'est des traitements qu'on peut se permettre d'arrêter avec un contrôle, une surveillance chez patient en rémission complète. Si jamais le patient rechutait derrière, c'est des traitements qu'on peut reprendre. Il y a des études qui ont mis que certains patients répondent, alors c'est pas tous, hein, mais répondent après un retraitement. Et l'idée qui était intéressante, c'était d'associer ces 2 nouvelles immunothérapies, donc le brentuximab et le nivolumab, donc un essai de phase 2 avec des patients réfractaires, donc 45% ont rechute, qui étaient éligibles à l'autogreffe. Et donc, on a regardé les réponses après 4 cycles de BV-Nivo et on a obtenu des très bonnes réponses puisque si on prend les réponses globales, donc réponse complète plus réponse partielle, on arrive à des taux qui sont 82% dans l'ensemble des patients. Et 83% chez les patients évaluables en efficacité. Donc très peu de patients qui ont progressé, globalement des patients qui ont répondu, et tout ça sans chimiothérapie, avec uniquement l'association de 2 immunothérapies. Ça a également été essayé dans un autre type de lymphome, qui est le lymphome primitif du médiastin, qui est une forme de lymphome CD20+, mais intermédiaire entre le Hodgkin et le B diffus à grande cellule. Et dans ce type de lymphome, l'association BV-Nivo a aussi montré des très bons résultats en rechute. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je suis passée assez rapidement, mais je voulais vous en parler parce qu'ils font partie au sens large de l'immunothérapie. Est-ce que vous avez des questions sur les inhibiteurs de checkpoint? Non, pas de questions, merci. De rien. Du coup, je vais continuer avec les carticelles. Donc, c'est globalement le gros de ce cours sur l'immunothérapie. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans des services où on fait des carticelles. Oui? Bon, je pense que oui, parce que je crois qu'il y avait des fascicles dans ces services-là. Donc, les carticelles, actuellement, on les fait dans plusieurs indications. Donc, la leucémie aiguë lymphoblastique, le lymphome, donc en AMM, hein, le lymphome et actuellement, donc, on essaie le myélome. Donc, c'est une thérapeutique qui est hyper intéressante, qui est amenée à se développer dans toutes les hémopathies et qui commence également à se développer dans l'oncologie solide. Donc là, je vous ai présenté en première diapo les structures. Donc, il y a actuellement deux carticelles qui ont l'AMM dans le lymphome, donc qui sont Axicell et Tisacell. Donc, Yescarta et Kymriah. Et je vous ai présenté leurs deux structures avec donc une différence en termes de domaine transmembranaire et de molécules de co-stimulation. Donc, il y a un rétrovirus et un lentivirus. Elles sont différentes, mais avec un même mode d'action. À droite, vous avez l'isocell qui est actuellement donc, en essai clinique, mais qui n'a pas encore l'AMM et qui a molécule de Celgene. Donc, le principe d'action des carticelles, globalement, c'est de reconnaître la cellule tumorale et d'aller activer les voies, d'activer la réaction immunitaire antitumorale. Donc, le principe, c'est de se dire, en fait, il faut qu'on ait des cellules de l'immunité qui reconnaissent ces cellules tumorales et qui puissent créer la réponse immunitaire qui va aller agir contre ces cellules tumorales. Alors, ça a l'air simple sur le papier, mais en fait, il fallait quand même y arriver. Donc, comment on a fait? Donc, l'idée, c'était de prendre les lymphocytes du patient, donc de faire une cytaphérèse pour lequel on va récupérer les lymphocytes et d'aller leur greffer dessus une molécule un anti-CD19 pour qu'elles aillent ensuite reconnaître le CD19 qui est présent sur les cellules tumorales. Une fois que c'est le cas, elles vont pouvoir s'activer et entraîner une apoptose des cellules tumorales.
En pratique, l'écarticelle, c'est une procédure extrêmement complexe qui a été mise en place dans pas mal de services, qui a demandé pas mal de réorganisation et dont on va en parler plus amplement. Donc, actuellement, dans les lymphomes B diffus à grandes cellules, l'idée, c'est qu'il faut guérir tout de suite. Quand on guérit, donc pour guérir en fait d'un lymphome B diffus à grandes cellules, c'est la première immunochimiothérapie qui est très importante. Donc actuellement du R-CHOP ou du RACVBP. Et globalement, pour les 30% de patients, tous stades confondus, qui vont rechuter après l'immunochimiothérapie, la situation est plus complexe. Le traitement de référence avant les carticelles en deuxième ligne, c'était immunochimiothérapie de sauvetage, donc du RDHAX ou du RICE, ce type de molécules, et une autogreffe en consolidation pour les patients qui étaient éligibles, donc les patients jeunes et en bonne forme, moins de 65 ans sans comorbidité importante. Et sachant que pour bénéficier de l'autogreffe, il fallait être en rémission complète. Les patients qui n'étaient pas en rémission complète avaient le droit à une troisième ligne de chimiothérapie. Encore une fois, HER-MIV, RICE, ça dépendait un petit peu des centres, mais l'idée c'était d'essayer différents types de combinaisons pour essayer d'obtenir une rémission complète et de proposer une intensification thérapeutique chez les patients éligibles. Chez les patients qui rechutaient en post-autogreffe, une des propositions qu'on pouvait avoir était l'allogreffe. L'allogreffe qui n'est pas un traitement des plus courants dans le lymphome et qui disparaît de plus en plus au profit justement de l'immunothérapie. Mais que ça soit pour l'autogreffe ou pour l'allogreffe, il y a une condition sine qua non pour y aller, c'est d'être globalement en rémission complète. Et cette rémission complète, elle n'était pas toujours facile à obtenir avec l'immunochimiothérapie. Donc là, c'est les résultats de l'étude de Scholar One qui regardaient un petit peu justement quel était le devenir des patients qui rechutaient après la première ligne de chimiothérapie. Et globalement, c'était pas fou. Donc là, c'est les résultats de l'étude de Crump. Et vous voyez les courbes en EFS chez les patients qui rechutent en première ligne ou en deuxième ligne ou en rechute post-autogreffe. Et donc, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Globalement, ça ne se passe pas très bien. Et c'est des patients qui vont rechuter, s'aggraver et puis finir par mourir assez rapidement puisque c'est des pathologies extrêmement agressives. Du coup, les carticelles, donc il y a eu 3 études pivots. L'étude Zuma-1, donc ça c'est pour la molécule Yescarta, l'étude Juliette pour Kymriah et l'étude Transcend pour le Lysocell. Et donc, on a montré que chez des populations qui étaient extrêmement réfractaires, alors il y avait, selon les études, entre 20 et 40% de patients qui étaient en rechute post-autogreffe, et on avait, hop, je vous mets la diapo suivante, des résultats très bons en termes de réponse globale, de réponse complète, et des PFS qui étaient plutôt bonnes donc chez ces patients. Donc, vous voyez que donc Zuma, qui est l'étude pour la molécule Yescarta, donc on a une réponse globale de 83% avec 58% de réponse complète et des réponses durables de 36%. Sur les patients qui rechutaient en post-autogreffe ou qui rechutaient après la deuxième ligne, on est globalement à 15%. Sans les carticelles, on est globalement à 15% de patients à 2 ans. Donc on est plutôt pas mal avec les études de carticelles, même si c'est pas encore miraculeux. Donc dans l'étude Juliette, donc pour Kymriah, on a 50% de réponse globale, donc 40% de réponse complète, des réponses durables à 35%. Et on n'avait pas encore tous les chiffres pour l'étude Transcend. Excusez-moi. Voilà, donc là je vous présente les résultats d'Yescarta. Donc vous voyez une médiane de survie, donc on a la ligne des 50%, on est dessus, donc à 12 mois 60% de suivi global, 18 mois 53%, 24 mois 51%. Donc ce qui est hyper intéressant aussi, c'est ce plateau. Je ne sais pas si vous vous souvenez des courbes qu'il y avait, que je vous avais présentées avec un petit peu avant, mais qui étaient vraiment à ras des pâquerettes très vite. Là, on a l'impression qu'à partir de 1 an, on atteint un plateau de survie et que c'est donc des patients qui ne rechutent pas derrière. Et ça, c'est extrêmement intéressant, notant que ce plateau est à peu près à 50% de suivi global. Pour Kymriah, donc on est un tout petit peu en dessous de cette ligne, mais bon, voilà, on est à 48% à 12 mois, 43% à 18 mois. C'est globalement des excellents résultats, avec également, on a l'impression, ce plateau autour de 50% de survie et à partir de 1 an chez les patients. Et effectivement, en vie courante, on a l'impression que passé les premiers mois, si les patients sont en rémission complète, on a l'impression qu'on a quand même pas mal de patients qui pourront être considérés comme guéris, même si on est encore un petit peu tôt pour être aussi affirmatif.
Donc globalement, si vous regardez, si on compare ScholarOne, donc les premières courbes que je vous ai présentées sur les patients avec chimiothérapie plus ou moins autogreffe, Juliette, donc Imria ou Zuma, on a vraiment l'impression qu'on a une amélioration de l'espérance, enfin de l'OS et de la PFS chez ces, enfin, bon là c'est présent en taux de réponse, mais on a l'impression qu'on a une amélioration des taux de réponse chez les patients avec les CAR-T-cell versus sans CAR-T-cell. Encore une fois, on compare des études, c'est pas une étude comparative entre les 3 stratégies, on a repris les résultats de chaque étude, donc voilà, on peut pas affirmer, mais en tout cas, on a l'impression que c'est beaucoup mieux et c'est pour ça que, Kymriah et Yescarta ont eu l'AMM en 2e rechute, dans les lymphomes B diffus à grandes cellules et qu'actuellement, c'est le traitement qu'on propose à ces patients. En vie réelle, donc là, c'est les résultats c'est des résultats qui ont été faits au niveau du LISA, donc le groupe coopérateur sur les lymphomes en France, donc avec 60 patients qui ont été traités en 2018. Donc l'AMM a été date de 2018 dans 5 centres, avec une population qui était globalement similaire à celle des études pivot. Et je vais vous présenter rapidement les résultats, sachant que ces résultats ont été updatés. Donc des patients qui avaient une médiane d'âge autour de 55 ans, avec une proportion de 20% à peu près de patients qui avaient plus de 65 ans, majoritairement des lymphomes B diffus à grandes cellules, mais il y avait quelques PMBL et de lymphomes folliculaires transformés, des patients en bon état général, donc il faut savoir que dans les études pivot, les patients étaient PS 0 ou 1, avec une grande majorité de stade 3-4 et des patients qui avaient reçu en moyenne 4 lignes antérieures de chimiothérapie. Donc il faut savoir qu'on était au début des CAR-T-cell. Maintenant, globalement, les patients reçoivent en général les CAR-T-cell vraiment donc, en 2e rechute, donc après 2 lignes de traitement. Donc on est plutôt un petit peu avant, et ce qui est plutôt bénéfique parce que les patients sont en meilleur état général et restent plus chimiosensibles ou immunosensibles pour la thérapie d'attente des CAR-T-cell, et ça c'est important pour arriver dans de bonnes conditions à la réinjection. Donc, dans ces patients, il y avait à peu près 70% de patients qui étaient réfractaires à plus de 2 lignes et 30 patients qui avaient rechuté à moins d'1 an de l'autogreffe. Dans l'étude du LISA, le temps entre la collecte des cellules et la réinjection était en médiane de 40 jours. Et ça, c'est important parce qu'on va y revenir après. Mais ces 40 jours, c'est les 40 jours pendant lesquels vous devez garder le patient en bon état général et avec une charge tumorale contrôlée, avec ce que vous avez en termes de chimiothérapie et d'immunothérapie jusqu'au retour des cellules. Donc, c'est vraiment une période qui est importante et qu'on essaie au maximum de raccourcir. Donc là, avec une médiane de follow-up de 3 mois, la PFS après l'infusion était à 54%. Donc vous voyez qu'on retrouve à peu près le même type de courbe que celles qui ont été présentées. Donc là, c'est avec un follow-up très court, mais on retrouve ce plateau qui est entre 40 et 60% à peu près. Et en survie, on a également une survie à 3 mois qui est à 82%, donc qui est très bonne, qui montre plutôt à la tolérance. Ce qui est intéressant, c'est la survie un peu plus tardive. Voilà, donc là, c'est les résultats complémentaires de cette étude qui montrent notamment que dans les patients qui vont rechuter vont globalement rechuter extrêmement tôt, donc dans les 3 premiers mois en général, voire dans le 1er mois, ça concerne 50% des rechutes. Et ça, c'est important parce que ça correspond un peu à ce qu'on voit sur les courbes, à ce qu'on voit en vie réelle. Les patients qui doivent progresser vont progresser assez rapidement et c'est important de les surveiller de manière très accrue, très attentive à ce moment-là pour pouvoir éventuellement leur proposer rapidement un traitement associé, un traitement de rechute. C'est vraiment ces 3 premiers mois qui sont critiques dans la réponse thérapeutique. Alors, associé aux rechutes précoces, il y a une étude au sein du LISA qui a montré, qui a été notamment conduite à Saint-Louis, qui a montré des signes qui étaient des facteurs de risque associés aux rechutes précoces, notamment les symptômes B, les LDH élevés, les atteintes extranodales et le TMTV. Donc, les patients qui étaient forte masse tumorale avant la réinjection CAR-T étaient globalement plus à risque d'avoir une rechute précoce. Donc, on retrouve quand même des critères de gravité du lymphome associés aux rechutes précoces post-CAR-T-cell. Hop, donc là, je vous montre, c'est les facteurs de risque qui sont associés donc, aux rechutes très précoces et au décès. On retrouve les coques dans les rechutes très précoces, en plus des autres facteurs qui ont déjà été identifiés, et le nombre d'atteintes extranodales pour les patients qui sont décédés.
Donc là, c'est le swinging plot des patients en rechute ou réfractaire à Saint-Louis. Donc là, vous voyez avec une médiane de follow-up de 5 mois, une OS donc à 84% à 3 mois, une PFS à 62%. Et en pratique. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie des carticelles? Non, c'est bon, on peut continuer. Enfin, Ok. pour moi, en tout cas. Très bien. Bon, de toute façon, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Parce que normalement, c'est vrai que hop, on est un peu plus interactif, donc là, je vais un peu vite, mais n'hésitez vraiment pas à me dire, à me poser des questions ou à revenir sur une dia en particulier. Donc, en pratique. Alors, en pratique, donc là, on va rester un peu sur cette diapo. Comment se passent les carticelles? Donc, vous, ça va probablement être différent dans les prochaines années, mais au tout début, donc en 2018-2019, il y avait peu de centres d'ouverts sur les carticelles. Il y avait Lyon, Lille, Nantes, Paris, mais c'était un petit peu compliqué parce que ça différait un peu des prises en charge standards où tous les centres, globalement, ou le centre d'à côté fait l'allogreffe, l'autogreffe, toutes les immunochimiothérapies. Là, il y avait 4 ou 5 centres en France qui proposaient les carticelles et avec quand même, on avait envie partout que les patients qui étaient en deuxième rechute de DLBCL en bon état général, on a tous des patients jeunes, qui puissent bénéficier des carticelles. Donc, il a fallu s'organiser, d'autant qu'en plus, c'était une stratégie thérapeutique dont on n'avait pas l'habitude. Donc, ce qui a été fait en premier, c'était donc il faut identifier les patients. Donc, il y a cette histoire de deuxième rechute à ce moment-là. Donc, tous les patients en deuxième rechute du DLBCL pouvaient être proposés au carticelle. Quand on reprenait un petit peu ce qui avait été fait dans les essais cliniques, il fallait des patients en bon état général, sans grosse comorbidité, avec un cœur, un foie, un rein qui fonctionnent bien, parce que c'est un traitement lourd, avec la phase de réinjection des carticelles qui, on va le voir après, qui peut se compliquer de multiples manières. Donc, il y avait un premier screening, donc, soit dans le centre où avaient lieu les carticelles, soit dans les centres qui référaient les patients. Et on regardait si le patient était éligible. Donc, éligible sur l'indication et éligible sur la tolérance. Si tous ces critères étaient validés, donc en général, il fallait également une échographie cardiaque pour vérifier que le cœur allait bien et une IRM cérébrale, comme c'est un médicament qui peut être neurotoxique, on vérifiait que tout allait bien au niveau neurologique et notamment qu'il n'y avait pas d'infiltration de la maladie. Si tout ça était bon, le patient était leukaphérisé, donc il avait ce processus de recueil des cellules. On essayait de le faire le plus rapidement possible et ensuite les cellules partaient donc initialement aux États-Unis. Maintenant, il y a des centres en Europe, dont en France. Initialement, ça partait aux États-Unis pour être modifié et revenir sous la forme d'un médicament, les carticelles. Donc, leukaphéresis, départ aux États-Unis, et là, il faut toujours compter globalement entre 3 semaines et 6 semaines pour récupérer les cellules. 6 semaines, c'est un extrême, 3 semaines, c'est ce vers quoi on tend. Mais cette période, c'est une période compliquée parce que c'est une période pendant laquelle, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le patient doit rester en bon état général, si possible un PSA 0,1, et où on doit quand même contrôler la charge tumorale. Le lymphome B diffus à grande cellule, c'est un lymphome qui est extrêmement agressif. Et parfois, les patients, ils explosent un peu sous nos yeux et il faut malgré tout arriver à les contrôler jusqu'au retour des cellules, donc avec un peu d'immunochimiothérapie, un peu de radiothérapie. Alors, on l'utilise assez rarement, mais ça peut être utile quand c'est des fortes masses tumorales localisées. Mais tout était la difficulté des cliniciens. Quand les cellules revenaient sur site, on commençait la lymphodéplétion. Donc l'idée, c'était de mettre les lymphocytes au ras des pâquerettes pour pouvoir réinjecter les carticelles. La lymphodéplétion, c'est toujours une association de fludarabine et d'endoxan qu'on fait pendant 3 jours, 2 jours de pause, et là, on réinjecte les cellules. Initialement, on surveillait les patients pendant 15 jours à 3 semaines après la réinjection de carticelles. Maintenant, quand tout se passe bien, les patients peuvent sortir globalement après 10 jours, et il y a actuellement des essais qui partent vers les quartiers en ambulatoire. Donc on est dans une démarche où quand ça se passe, d'identifier des facteurs associés à des complications, et chez les patients qui ne présentent pas ces facteurs, pouvoir leur proposer une durée d'hospitalisation la plus réduite possible. Donc à Saint-Louis, ce qui avait été mis en place, c'est que, notamment pour les centres qui étaient extérieurs et qui référaient les patients, c'était de remplir un espèce de questionnaire sur le nombre de lignes reçues, les comorbidités patients, la fonction hématopoïétique, la fonction rénale, la fonction cardiaque. Les patients étaient vus en présentiel. À ce moment-là, on vérifiait que tout était bon. On discutait du dossier en RCP et on prenait la décision, oui ou non, pour les carticelles.
Donc là, maintenant, toutes les équipes se sont de plus en plus rodées, on apprend de mieux en mieux les complications et donc les procédures se sont adaptées à ça. Chez un patient pour lequel on a un doute en termes de tolérance, donc des patients qui sont assez âgés, des patients qui ont des comorbidités qui peuvent être gênantes, un seul rein ou une fonction rénale un petit peu altérée après de la chimiothérapie par cisplatine par exemple, ou des patients qui ont des antécédents cardiaques, on peut demander l'avis des cardiologues ou l'avis des réanimateurs. Et c'est quelque chose qu'on a fait assez régulièrement. Donc là, c'est pour revenir sur ce temps essentiel de la visite médicale. Donc vérifier bien sûr qu'on a bien un lymphome B diffus à grande cellule. Ne pas hésiter à rebiopsier les patients quand on a un doute sur une masse résiduelle ou qu'on a un doute sur une histologie initiale. Il faut des patients donc en bon état général. Alors l'atteinte SNC, c'est toujours un peu compliqué, mais c'était initialement c'est un critère d'exclusion. Après, la question c'était chez les patients qui avaient antérieurement une atteinte SNC. Est-ce que si on clean cette atteinte SNC, on peut aller au carticelle? Et globalement, la réponse est dans la majorité des centres oui. La fonction cardiaque, il ne faut pas qu'il y ait d'infection évolutive. Et il faut que tous les paramètres d'organes soient bons, avec une fonction rénale qui est correcte, des patients qui ne sont pas sous oxygène, un foie qui va bien, etc. En pratique, donc ça c'est un travail de Jérôme Payassa, qui a été fait aussi sur le centre de Saint-Louis, qui regardait en fait par rapport au nombre de requêtes entre juillet 2018 et septembre 2019, donc de requêtes adressées à Saint-Louis pour une éligibilité au carticelle, combien de patients avaient été éligibles. Donc sur 221 requêtes, il y a eu 76 patients éligibles et 146 non éligibles. Et on voit que ça marche plutôt bien parce que quand on fait cette sélection de patients, donc quand on sélectionne les patients sur la bonne indication et sur un état de comorbidité, d'état général adéquat, en fait, on arrive à réinjecter 91% des patients. On a beaucoup parlé là de l'histologie, de l'état général. Il y a aussi l'agressivité tumorale. Les patients qui sont trop agressifs au moment où ils sont vus en consultation, donc des patients qui ont des LDH au plafond, des patients qui ont une masse tumorale qui augmente très vite. On sait que les carticelles, ça peut rester une option thérapeutique, mais ce n'est pas forcément celle qu'on va privilégier d'emblée parce qu'il va falloir d'abord avoir un contrôle tumoral permettant d'attendre 1 mois avant de se lancer dans la procédure de carticelle. Alors, une fois qu'on a réinjecté les carticelles, on a des toxicités qui peuvent apparaître, qui concernent la grande majorité des patients, donc des toxicités qui sont précoces et des toxicités qui sont tardives. La toxicité la plus précoce, c'est ce qu'on appelle le syndrome de relargage cytokinique ou le CRS. C'est quelque chose qui peut apparaître dès J1, J2 et qui se manifeste, donc on va revoir après, mais par des signes plutôt généraux de type fièvre, hypotension, ce type de signes-là. Dans un deuxième temps, vers J5, J7, voire J14, on peut avoir l'apparition de toxicité neurologique. Alors pour ceux qui font de la LA, on peut retrouver ça un peu aussi dans le blinatumomab, donc de la toxicité neurologique à type de manque du mot, tremblement, crise d'épilepsie. Donc ça fait partie des toxicités neurologiques et ça peut aller jusqu'au coma. Donc le CRS c'est très tôt et ça dure en moyenne jusqu'à J7, J10. La toxicité neurologique c'est un tout petit peu décalé, ça peut durer jusqu'à J14, J17, J21. Souvent ça monte progressivement. Donc ça c'est les toxicités précoces. On a également les cytopénies et particulièrement la neutropénie qui peut être précoce, durer longtemps. Donc des patients qui ont vraiment du mal à reconstituer leur hématopoïèse et elle peut également survenir dans un second temps. Ces patients qui peuvent rester cytopéniques pendant des mois qui suivent la procédure. Après, c'est également des patients qui en général ont reçu la chimiothérapie avant et parfois qui ont été autogreffés avant, donc ils ont aussi des réserves médulaires qui sont assez différentes selon leur parcours de soins. Globalement, cette toxicité, elle est manageable, c'est-à-dire qu'on a appris à faire avec, on a appris à la prendre en charge avec des thérapeutiques comme les corticoïdes, comme les anti-IL-6. Et globalement, la majorité des patients va passer le cap de cette toxicité et récupérer derrière. Ça peut conduire à des séjours en réanimation, à des soins intensifs. Ça peut être un peu long, mais on est dans quand même la majorité des patients qui récupèrent de cette toxicité et de moins en moins de toxicité de grade 4. Alors, donc ça, c'est plutôt la toxicité à court terme. Dans la toxicité à long terme, on a, donc je vous ai un petit peu parlé de la toxicité hématologique. On ne sait pas trop s'il y a de la toxicité neurologique à long terme. Qui dit toxicité hématologique
quid des infections à long terme et quid de l'auto-immunité. Actuellement, suite à l'AMM, la recommandation est un suivi des patients pendant 15 ans pour justement avoir plus de données sur ces toxicités à long terme, notamment. Et dans la majorité des centres, les patients qui ont présenté des toxicités neurologiques peuvent être également suivis par les neurologues du centre. Donc là, CRS, donc le syndrome de relargage cytokinique, et ICANS, donc les toxicités neurologiques chez les patients traités par Carticel. Donc là, vous voyez selon les études, que ce soit les études industrielles ou les études de vie réelle. Donc les CRS, on voit que la majorité des patients qui ont reçu la molécule Yescarta présentaient un CRS de n'importe quel grade, avec une majorité de grade 1-2, seulement 11% de grade 3-4. Donc globalement, c'est la plus grande partie des patients qui vont faire de la fièvre en fait. En neurotoxicité, 64%, avec la moitié quand même de grade 3-4. Donc des épisodes de toxicité neurologique importants, avec souvent une surveillance en réanimation et l'usage de corticoïdes. Dans Juliette, on a moins de toxicité de manière globale, donc moins de toxicité de grade 3, neurologique de grade 3-4. Et dans Transcend, donc la molécule JCAR 017, on a beaucoup moins de toxicité, que ce soit en termes de CRS que de neurotoxicité. En vie réelle, donc c'est intéressant, on a, donc pas tous les résultats, mais là vous voyez donc sur Parimpisty, on a 96% de CRS, donc la majorité des patients qui ont fait de la fièvre, mais seulement 17% de grade 3-4. Et un petit peu plus de neurotoxicité, enfin un peu plus que d'attendu de toxicité neurologique. Alors, CRS et ICANS, globalement, si on s'intéressait à l'IL6, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, il y a une espèce d'orage cytokinique, donc c'est un mot que vous avez déjà dû entendre, avec un relargage de cytokines, de mécanismes pro-inflammatoires, et avec des manifestations donc, au niveau systémique, le syndrome de relargage cytokinique, avec de la fièvre, de l'hypotension, de l'hypoxie, ça peut être un syndrome de fuite capillaire. On parle des coagulopathies, on voit effectivement souvent chez les patients qui font un gros CRS des troubles de l'hémostase qui ne se compliquent pas forcément, mais qui apparaissent sur le bilan biologique. Et au niveau de la toxicité neurologique, des patients qui vont faire des maux de tête, des syndromes confusionnels, qui peuvent trembler, faire une aphasie. Ça peut aller jusqu'aux crises convulsives et à l'œdème cérébral. Dans les premiers essais, initialement, les patients étaient mis sous anticonvulsivants. C'est quelque chose qui n'est plus fait, qui a été assez rapidement, en tout cas, arrêté. Excusez-moi. Mais par contre, si jamais ça survient, on peut être amené donc à traiter, on est amené à traiter les patients. Globalement, les patients, tant qu'ils restent grade 1-2, ils sont surveillés en salle, mais dès que ça se complique et qu'on voit qu'on ne contrôle pas ces effets secondaires, c'est des patients qui vont être pris en charge dans des unités de soins continus ou de réanimation. Et donc, je vous ai remis à long terme les effets secondaires, donc l'hypogammaglobulinémie et les cytopénies. Et donc, ce qui nous embête le plus, c'est les complications qui peuvent être infectieuses. Justement, donc, le docteur Di Blasi, qui travaille donc, en hémato-oncologie à Saint-Louis, s'est intéressé aux neutropénies et aux infections. Donc ça, c'est une diapo qui est à elle, qui montre que 87% des patients vont faire une neutropénie précoce, avec en médiane, une neutropénie à J3, que 84% des patients qui vont faire de la fièvre vont recevoir des antibiotiques de manière empirique. Et donc, quand vous partez à gauche, il y a quand même beaucoup de patients qui font de la fièvre et il y a 82% de neutropénie fébrile. Donc, c'est vraiment une complication extrêmement fréquente après la réinjection de Carticel. Et c'est pour ça que les patients, pour l'instant en tout cas, restent hospitalisés. Les patients reçoivent en moyenne... les patients restent en moyenne fébriles pendant 7 jours et donc avec un CRS de grade 1. Donc en fait, on réinjecte les cellules, après on surveille les patients et la grande majorité d'entre eux va faire à la fois de la fièvre et une neutropénie, donc neutropénie fébrile. Et on va donc être amené à être traité par antibiotiques de manière empirique pour contrer, donc pour améliorer ça, pour permettre aux patients d'aller mieux et de moins faire de neutropénie fébrile, on a introduit du traitement par GCSF comme dans toutes les autres stratégies thérapeutiques. Et je vais vous présenter normalement la diapo suivante.
voilà, celle-là, donc les neutropénies post-carticelle. Donc initialement, justement, on ne donnait pas de G-CSF aux patients au tout début parce qu'on ne savait pas très bien comment ça allait impacter l'expansion des carticelles, la réponse des patients. Les études initialement américaines, puis ça c'est une étude qui a été menée par Eugenio Galli également à Saint-Louis, qui a montré que l'utilisation du G-CSF n'affectait pas en tout cas l'expansion des carticelles. Donc on peut donner du G-CSF, c'est pas grave, les carticelles vont s'expandre, ça ne va rien changer. Ça n'impacte pas la survenue et la gravité des CRS et de la neurotoxicité. Donc, c'est efficace, c'est pas plus toxique, ça ne majeure pas la toxicité. Et par contre, en fait, ça a montré un bénéfice important qui est la réduction de la durée d'hospitalisation. Donc, en fait, les patients sortent d'aplasie plus vite et donc on peut arrêter les antibiotiques plus vite et leur permettre de rentrer à la maison puisque vous avez vu que c'est quand même la complication la plus fréquente en post-carticelle. La gestion du CRS et de la neurotoxicité, donc assez rapidement. Donc, quand on a des patients, donc voilà, la fièvre, vous avez bien compris, c'est courant. Si les patients sont neutropéniques, on commence les antibiotiques. Globalement, il faut grader ces patients parce qu'il faut qu'on puisse savoir à quel moment on va devoir un petit peu activer les traitements. Et donc, ces patients sont surveillés extrêmement régulièrement en soins intensifs en termes de température, de tension, de saturation. Quand on passe sur des grades supérieurs à 2, et ben, les patients sont en soins intensifs et on discute l'administration de tocilizumab et ou de corticoïdes en fonction du CRS ou de la neurotoxicité. C'est des traitements qui fonctionnent bien, certains sont encore en cours d'étude, notamment le tocilizumab, pour voir quels sont les bénéfices et comment préciser à quel patient et à quel moment les donner, puisque c'est quand même pour le tocilizumab des médicaments qui sont assez chers et encadrés. Voilà. Les patients qui font une toxicité neurologique importante, il est important de les suivre sur le long terme au niveau neurologique et neuropsychologique. La question, c'est de voir si c'est des patients qui gardent des séquelles, qui peuvent se réaggraver ensuite, et est-ce qu'on a des déficits cognitifs qui apparaissent dans un second temps, sachant que c'est quelque chose qui est parfois, qui peut être décrit en oncohématologie. Alors, donc on a vu que globalement, donc, on envoie les cellules, elles reviennent, on commence à lymphodéplétion et à certains moments, pour quelques patients, c'est assez rare, et ben, on va être obligé de retarder l'infusion des carticelles. Donc les cellules sont là, on les a, mais le patient n'est pas en état de les recevoir. Donc c'est rare, mais ça arrive, c'est quand on a des effets indésirables non résolus, donc des patients qui vont faire une insuffisance cardiaque majeure, une hypotension artérielle, qui font une pneumopathie grave, donc les infections actives non contrôlées, on en a eu, ou une pyélonéphrite en tout cas. Et puis à l'heure du Covid, ou la grippe, c'est des infections qu'on screen. Il faut que les patients, on leur fait des PCR à l'entrée, il faut que les patients soient négatifs. Chez les patients qui ont été allogreffés de manière antérieure, on peut avoir une maladie du greffon contrôlote active, et ça, c'est une contre-indication à la réinjection des carticelles. Et enfin, la dernière raison, c'est qu'on peut avoir une aggravation significative, donc soit de la charge leucémique dans les LAL, soit du lymphome après une chimiothérapie lymphodéplétive. Donc en fait, des patients qui vont être extrêmement prolifératifs et pour lesquels on va être amené à essayer de contrôler mieux la maladie avant de proposer la réinjection des cellules, et on va donc décaler cette réinjection de cellules. Alors, donc là, je vous ai parlé de la stratégie. Je vous ai dit que les carticelles avaient l'AMM en deuxième rechute des baies diffus à grandes cellules. Et il y a actuellement plusieurs essais en cours ou même terminés pour essayer de justement d'amener cette stratégie de carticelle plus tôt. Donc, l'essai Belinda, donc, qui est un essai qui a lieu dans les lymphomes baies diffus à grandes cellules, réfractaire à une ligne, réfractaire ou en rechute à une ligne de chimiothérapie de type R-CHOP. Donc en fait, l'idée, c'est de comparer en deuxième ligne les carticelles versus un régime d'immunochimiothérapie avec autogreffe. Est-ce que les carticelles en première rechute, ça fait mieux que l'autogreffe, qui est le traitement de base actuellement? On a pareil, donc l'essai Transform, c'est la même chose, mais avec la molécule de Celgene. L'essai Zuma-7, donc ça c'est pour Novartis, pour Yescarta, pardon. Et là, l'essai Zuma-12, qui est encore plus en amont, puisque l'idée, c'est de proposer les carticelles chez les patients qui sont mauvais répondeurs ou à haut risque en première ligne. Donc là, on est vraiment dans des choses extrêmement intéressantes pour essayer de trouver la meilleure place des carticelles pour les patients qui sont à haut risque de rechute. Il y a également des propositions de stratégies combinées, donc avec les inhibiteurs de checkpoint, comme l'étude Portia,
avec l'ibrutinib, donc on a laissé avec l'ibrutinib. Voilà, donc ça, c'est des essais qui n'ont pas été ouverts en tout cas, moi, je n'ai pas vu passer de patients, mais en tout cas, c'est des essais d'association dans les lymphomes B diffus ou les LNH réfractaires, dans l'idée toujours d'améliorer les perspectives de ces patients. Ce qui est intéressant, c'est aussi dans les autres hémopathies lymphoïdes B. Donc là, je vous ai parlé du DLBCL puisque c'est celui qui a l'indication en AMM, mais on a également des études qui ont été faites dans d'autres pathologies, dans d'autres hémopathies lymphoïdes B. Donc les Cezuma-2 dans les lymphomes à cellules du manteau. Les résultats ont été publiés ont été publiés et présentés à l'ASH et montrent un bénéfice en fait à l'utilisation des carticelles également en deuxième rechute, à partir de la deuxième rechute des lymphomes à cellules du manteau. Donc dans l'étude ZUMA-2, il fallait que les patients aient reçu des inhibiteurs de BTK, donc qui est un traitement maintenant qui est très courant dans l'inflammation à cellules du manteau, et qu'ils aient reçu soit une anthracycline, soit de la bendamustine, donc qu'ils aient eu au moins 2 lignes de chimiothérapie avant de bénéficier des carticelles. Et donc cette étude a été suffisamment probante pour que maintenant on puisse avoir également en France les carticelles dans l'inflammation à cellules du manteau après 2 rechutes dans le cadre d'une ATU. C'est également donc étudié dans les lymphomes folliculaires, donc l'étude notamment, on peut parler de l'étude ELARA, donc de chez Novartis, donc dans les lymphomes folliculaires en rechute ou réfractaire, des résultats qui montrent aussi un bénéfice des carticelles et probablement à terme une autorisation d'utilisation des carticelles dans cette indication, ce qui représente vraiment une chance pour les patients. Est-ce que vous avez des questions sur les carticelles ? Non, très clair, merci. Ok, je continue du coup. Alors du coup, donc là on a parlé des carticelles et puis là on passe maintenant à l'ère également des bispécifiques. Alors vous avez vu, j'aime beaucoup les images. Hop. Donc l'intérêt des bispécifiques. Donc ce qu'on appelle anticorps bispécifiques, on peut imaginer c'est un anticorps qui va avoir deux systèmes de reconnaissance qui vont lui permettre d'une part de reconnaître la cellule tumorale. Donc là, on est toujours dans les hémopathies lymphoïdes B, donc soit le CD20, soit le CD19, soit le CD79B, mais quelque chose qui permet d'aller reconnaître la cellule tumorale et les lymphocytes normaux, mais ce qui nous intéresse, c'est la cellule tumorale. Et un autre capteur qui va permettre de recruter le système immunitaire antitumoral et par exemple le CD3. Le CD3 qui est un marqueur des lymphocytes T. Alors, un des précurseurs, c'est le blinatumomab, donc qui a l'AMM dans la LALB FI négatif en rechute ou réfractaire, mais qui n'a eu aucune AMM, enfin qui n'a pour l'instant pas d'AMM dans le lymphome. Il y a cependant eu des études d'utilisation du blinatumomab dans les lymphomes B diffus à grande cellule en rechute ou réfractaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller reconnaître la cellule tumorale et de recruter le système immunitaire pour aller éliminer les cellules tumorales. Moi, quand je le dis comme ça, je trouve que c'est évident, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez beau et hyper intéressant. Donc, dans les essais qui ont été faits, le taux de réponse était en monothérapie, en tout cas, pas suffisamment intéressant pour permettre d'obtenir l'AMM et au prix d'une toxicité neurologique qui a été assez importante. Des essais ont été faits pour une maintenance par blinatumomab. Donc, on a les résultats un peu encore... Enfin, moi, je n'ai pas encore vu passer les résultats. Mais l'idée, c'est de voir comment on pouvait utiliser le blinatumomab dans les lymphomes agressifs, sachant que c'est déjà une molécule qui est utilisée dans la LAL. Et il y a d'autres anticorps bispécifiques qui, eux, ont fait un peu le buzz sur les 2 dernières années, donc notamment le mosunetuzumab, qui a fait la plénière à l'ASH 2019, et puis les résultats ont été représentés dans une autre étude cette année. Donc moi, je vais vous parler que de celui-là, rapidement, dans le terme des anticorps bispécifiques, mais il y en a d'autres qui ont été présentés, notamment certains par voie sous-cutanée, ce qui rend ça très intéressant. Donc, à l'ASH en 2019, le mosunetuzumab avait été, donc c'était un essai de phase 1-2 qui avait été présenté avec 270 patients, dont 117 DLBCL et 30 patients qui étaient en rechute post-carticelle. Donc, c'est intéressant parce que pour l'instant, on avait les carticelles qui étaient arrivés et qui
révolutionner un peu la prise en charge des rechutes. Et là, on avait les anticorps bispécifiques qui arrivaient et qui pouvaient constituer une ligne supplémentaire pour ces patients. Donc le MOSU a été utilisé en monothérapie avec 37,7% de réponse globale et 19,4% de réponse complète sur la première analyse et une toxicité acceptable. Donc les chiffres comme ça, bon, on peut les interpréter de différentes manières, mais chez des patients en rechute ou réfractaire, en monothérapie, c'est des chiffres qui sont globalement très bons et qui surpassent un petit peu les essais cliniques qui ont été faits pour d'autres molécules ces dernières années. Et ce qui était intéressant, c'était que ça donnait des résultats chez les patients en rechute post-carticelle et voire même une réactivation de l'activité des CAR. Donc là, vous avez le tableau qui montre justement la réponse globale chez les patients c'est des résultats qui sont intéressants et qui permettent d'aller sur des phases 2, phase 3 et qui vont nous permettre d'aller aussi sur des associations du MOSU, donc de l'anticorps bispécifique, à d'autres molécules ou à de la chimiothérapie. Donc à l'ASH en 2020, il y a eu une présentation orale, donc du MOSU toujours en monothérapie, mais dans une population âgée, avec une médiane d'âge de 82 ans, cette fois-ci en première ligne, avec une réponse globale à 63,5%, donc 45,5% de réponse complète. Donc encore une fois de la monothérapie en première ligne, donc c'est des résultats intéressants et surtout qui permettent de se dire que combiner un autre traitement ou à de la chimiothérapie, ça peut probablement faire des choses très bien. Donc il y a actuellement plusieurs essais qui sont en cours, donc majoritairement des essais de phase 1 ou 2 dans le mosunetuzumab, donc je vous les ai listés, mais des associations donc à la chimiothérapie de première ligne comme le CHOP, au polatuzumab, à des inhibiteurs de checkpoint comme l'atezolizumab, des stratégies en maintenance, des stratégies en rechute, donc associées au GEMOX, ou des stratégies associées à des immunomodulateurs comme le lénalidomide. Donc qui tape assez large pour essayer de trouver la place des anticorps bispécifiques. Actuellement, il y a aussi des essais dans les lymphomes indolents, donc tels que le lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire. Donc c'est vraiment une molécule qui a l'air de bien fonctionner avec des profils de tolérance qui sont acceptables. On a un peu de CRS, on a des complications de ce type-là, mais ça se manage bien et qui peuvent vraiment qui sont le futur, en tout cas dans la prise en charge de ces patients. Et voilà. Alors du coup, j'espère que maintenant vous avez des questions parce que c'est comme ça que ce sera plus intéressant. Est-ce que ce serait possible de revenir sur le mode de fonctionnement des anti-PD1, s'il vous plaît? Alors, ouais. Sur celle-là de Dia ou pas? Oui, celle-là, oui. Alors dis-moi du coup. En fait, j'ai pas trop compris comment ça marchait en fait quand il y a la liaison qui se fait entre le PD1 et le PDL1. Ça inhibe le système immunitaire, c'est Ouais, ça? j'ai pas été très claire. En fait, en gros, le lymphocyte T, pour pas qu'il s'auto-active trop, tu vois, pour qu'il se contrôle lui-même, il a le PD1 qui lui permet en fait quand il reconnaît un ligand, de ne pas activer la cellule dans la réponse immunitaire. C'est pour un peu limiter un mécanisme de rétrocontrôle. Et donc, il ne s'active pas quand il trouve du PDL1. Donc, en fait, si ta cellule tumorale, elle exprime beaucoup de PDL1, ça va se lier sur le PD1 et ça va verrouiller le concept et ton lymphocyte ne va pas s'activer. D'accord, ok. Et donc, l'idée, c'est que ton anti-PDL1 ou ton anti-PD1, il va bloquer cette liaison. Donc, il ne va pas y avoir ce verrouillage. Et du coup, ton lymphocyte va pouvoir s'activer et conduire à la réponse antitumorale. D'accord. Mais toutes les cellules tumorales n'expriment pas forcément du PDL1 Non, par non, contre. elles n'expriment pas toutes du PDL1 et en fait c'est pour ça que c'est intéressant. Les inhibiteurs du checkpoint sont en essai dans plusieurs pathologies, enfin, dans plusieurs hémopathies lymphoïdes, mais dans le Hodgkin c'est hyper intéressant parce que justement il y a cette altération 9p24
qui conduit à une hyperexpression de PDL1 et donc à une inhibition. En fait, ça inhibe le système immunitaire. C'est comme s'il frisait le système immunitaire autour de lui par l'action de PDL1, par l'expression de PDL1. D'accord, ok. Merci beaucoup. Pas de souci. J'ai juste une question sur le parcours de soins en pratique des patients sont en attente de Carticel, qui sont fit, qui vont très très bien, qui flambent pas sur le plan tumoral. Une fois qu'ils ont eu la cytaphérèse, ceux qui vont très bien et qui vous inquiètent pas en pratique, ils rentrent chez eux, vous les gardez sous la main, Alors non, ils rendent ceux qui vont très très bien. Il y en a des patients qui ont des lymphomes qui sont en rechute, mais contrôlés, pas très évolutifs. Eux, ils rentrent à la maison. On leur propose pas systématiquement de thérapie de bridge, enfin de thérapie d'attente. Mais par contre, si on ne propose pas de thérapie d'attente, c'est des patients qu'on va avoir de manière hebdomadaire en consultation avec un monitoring des LDH et au moindre doute une imagerie de contrôle. Mais il y en a quelques-uns qu'on peut ne pas bridger et qu'on peut laisser tranquillement à la maison. Et après, même les patients qu'on va bridger avec du rituximab ou avec un peu d'immunochimiothérapie, ils sont majoritairement à la maison. C'est d'ailleurs un bon critère. Si le patient, tu dois le garder hospitalisé à cause de la masse tumorale, c'est que probablement il est un peu trop évolutif pour être le meilleur candidat au CAR-T. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur le cours? Parce que du coup, c'était la première fois que je fais des cours sur les immunothérapies, donc j'ai essayé de balayer un petit peu le champ de l'immunothérapie dans les lymphomes. Mais est-ce que pendant notre cours, il y a des choses qui vous paraissent plus intéressantes ou... Je n'ai pas du tout parlé de l'immunomodulation notamment, mais parce qu'après, je me suis dit que j'allais vous assommer. Mais pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, plus de questions? Pas pour moi, non. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment le bon moment, les cours de FASAF. Alors, je suis vraiment désolée de ne pas être en présentiel parce que je sais que ça facilite beaucoup les choses. Il y a une question sur le chat, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, comment je le mets C'était quelqu'un demandait la différence entre Pimbro et Nivolumab. Alors, bah, attends, je vais revenir sur le truc. On est sur le même type de molécule. Il y en a un qui bloque PD1, l'autre PD, enfin, qui est plutôt sur le. En fait, tu peux, en gros, je suis désolée, je suis bloquée. Dans dans les inhibiteurs de checkpoint, tu peux bloquer soit le PDL1, soit le PD1. Le but, c'est de bloquer c'est de bloquer justement c'est de bloquer la formation de ce complexe. Donc PDL1, PDL1, et en plus ça du coup c'est un anti. J'ai un trou en plus, donc je voudrais pas vous dire de bêtises sur PD1, PDL1 du coup. Mais globalement, ils bloquent les deux. Il y en a un qui bloque le PD1, l'autre le PDL1, mais j'ai un trou. Ok. Et quel que soit, parce que on a parlé rapidement de la l'atezolizumab, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment des inhibiteurs de checkpoint et leur but c'est vraiment de bloquer ce verrouillage de l'immunité par le PD1, PDL1. D'accord. Ok. C'est génial. Allez, ça y est, j'ai trouvé le chat. Bref. Bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, ben, on va s'arrêter là. Si jamais vous avez des questions dans un second temps, ou vous pouvez ne pas hésiter à m'envoyer un mail. Je ferai passer mon adresse mail via le mail de... Enfin, vous l'avez de toute façon via le mail pour le Zoom.
Et bah, n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires dans un second temps ou des questions qui vous viennent dans un second temps, bah, il faut pas hésiter. Merci beaucoup. Pas de souci, bonne soirée.